pour regarder New York Info. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour décryptage. Quelques 140 chefs d'État et de gouvernement sont attendus donc depuis ce lundi pour 2 jours à New York pour la grande messe annuelle de l'Organisation des Nations Unies où l'avenir des Palestiniens et de la bande de Gaza est inscrit au centre des discussions. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Ainsi donc cette année, l'avenir des Palestiniens de la bande de Gaza sera donc au cœur des discussions à la tribune de l'ONU. Mais pourquoi ce sujet s'impose-t-il aujourd'hui, surtout à cette 80e édition, comme une priorité mondiale? Il se trouve qu'il y a un génocide qui se passe en direct. D'habitude, les génocides, on les constatait après. On sait qu'il y a des guerres, on sait qu'il y a des meurtres, mais cette fois-ci, on a un génocide, on a une barbarie, on a un massacre des populations palestiniennes qui se passe en direct, tout le monde voit. On voit des populations qu'on a affamées, on voit des ONG, on voit des individus, on voit des associations de façon générale, des citoyens à travers le monde qui s'organisent, qui marchent un peu partout dans les grandes villes du monde pour réclamer la fin de ce qui se passe au niveau de Gaza. Donc on ne peut pas aller aux Nations Unies, c'est-à-dire là où on avait créé une structure pour éviter la guerre, pour faire en sorte que quand il y a des différends, qu'on les règle plutôt par le dialogue que par les armes. On ne peut pas parler des Nations Unies sans pour autant poser ce problème. Bon, il s'y ajoute également le fait que le président Macron, qui a du mal à convaincre en France, qui a essayé de convaincre sur l'Ukraine, ça n'a pas marché, a repris ce problème palestinien. Moi, je le considère comme un très mauvais avocat pour une très bonne cause. Il a voulu prendre le devant pour se relancer sur la scène internationale en parlant de reconnaissance de la Palestine par la France. N'oublions pas que ça ne devait se faire bien avant, mais à cause de la guerre Israël-Iran, ils avaient reporté la rencontre qui était prévue pour cette reconnaissance. Il y a tous ces éléments qui font qu'effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas aller aux Nations Unies sans parler de la Palestine. Pourtant, paradoxalement, Trump a refusé de donner un visa au président palestinien Mahmoud Abbas pour qu'il puisse être présent aux Nations Unies. Alors que les sujets sont centrés donc sur son territoire et justement plus de 140 chefs d'État sont attendus. À cette rencontre, doit-on s'attendre à des annonces concrètes ou est-ce qu'il va s'agir encore une fois d'une théâtre diplomatique, surtout en ce qui concerne la question des déclarations de reconnaissance d'un État palestinien? Malheureusement, ça ne sera pas loin de ça. Ça ne sera pas loin de ça, puisque pour ceux qui suivent les assemblées générales des Nations Unies depuis des années, bon, nous autres journalistes, on suit tout le temps, mais faites le récapitulatif des décisions, des intentions, et après, regardez qu'est-ce qui a été fait. Mais vous allez vous rendre compte que, je ne veux pas utiliser le mot, ça commence à ressembler également à un syndicat de chefs d'État, comme on dit dans notre sous-région, où les gens se rencontrent, on parle, chacun vient prendre la parole, chacun démontre sa capacité de parler, chacun montre son positionnement par rapport à telle ou telle autre question. C'est aux Nations Unies qu'on devrait poser les problèmes du monde actuel. Et un des problèmes qu'on doit poser aujourd'hui, c'est la remise en cause d'un ordre mondial juste, équitable, que l'on voulait et qui n'existe plus. Mais ça ne se fait plus. Rappelez-vous avec Kofi Annan, la remise en cause de l'absence de l'Afrique au niveau du Conseil de sécurité avec droit de veto, ou la suppression pure et simple du droit de veto. Et il y a eu des personnes qui ont porté cette réforme, mais toutes ces personnes ont été mises pratiquement à l'écart parce que ceux qui sont au devant actuellement veulent rester au devant malgré qu'on n'est plus en 1945. Le contexte actuel n'a absolument rien à voir avec le contexte de 1945 et les Nations Unies sont en train d'être dévoyées par un certain nombre de puissances, surtout ayant le droit de veto, mais il y a nécessité d'une réforme profonde des Nations Unies si on veut que le droit international, que la justice internationale puisse avoir un sens. La question palestinienne donc, a longtemps été marginalisée sur la scène internationale, mais ce retour au centre des discussions, selon vous, est-il durable ou juste circonstanciel? Tant qu'il y aura le génocide en Palestine, ce retour sera durable. N'oublions pas, je disais, de regarder les résolutions. Il y a combien de résolutions des Nations Unies que Israël a piétinées? Qu'on se rappelle qu'on avait fait la guerre à l'Irak en disant que l'Irak a refusé de respecter une résolution des Nations Unies.
Israël a piétiné des centaines de résolutions des Nations Unies. Rien du tout. Ça veut dire que si on prenait également une résolution, à quoi servirait cette résolution pour le peuple palestinien? Et c'est certainement ce que ce peuple-là a compris en se disant, mais attendez, ce n'est pas des gens qui vont nous libérer, c'est nous qui allons pouvoir nous libérer, raison pour laquelle ce peuple est en situation de lutte par rapport à Israël. Je donne ce cas parce que on parle de la question de Gaza, mais ce n'est pas le seul cas. Prenez la question de l'environnement. Mais on a décidé que les Africains subissent les conséquences du réchauffement climatique alors qu'ils ne sont pas les plus gros producteurs de gaz carbonique, puisque ces gaz participent à ces difficultés que nous rencontrons. Mais on s'est entendu pour une sorte de marché où nous maintenons nos forêts parce que nous avons encore des poumons pour permettre à l'humanité de respirer, mais en lieu et place, les gens doivent savoir que bon, nous maintenons nos forêts, donc vous devez donner quelque chose en retour. Mais la somme est dite, on connaît le montant pour chaque année, mais chaque année on constate que le montant n'a pas été réuni, que le montant n'a pas été remis. Donc franchement, d'un point de vue technique, l'ONU est une très bonne chose. À travers l'Organisation mondiale de la santé, à travers le HCR, à travers, il y a beaucoup de structures qui font un travail technique, qui est un travail technique formidable. Mais dès que les politiques mettent le doigt dedans, ça devient autre chose. En même temps, depuis le début de l'offensive israélienne en 2023, l'ONU a été critiquée pour son impuissance face au drame. Mais est-il entré aujourd'hui en train de retrouver une voix sur ce dossier? Je dirais pas encore, et la critique est fondée. Qui a créé un État israélien, qui a décidé de la création d'un État israélien et d'un État palestinien en 1947? C'est l'ONU. Comment se fait-il que l'ONU a décidé de la création d'un État israélien et d'un État palestinien? L'État israélien existe, l'État palestinien n'existe pas. Pourtant, quand on faisait ce qu'on appelle la loi du partage, on avait déterminé également d'un point de vue géographique les espaces que chaque État devait occuper. Donc l'ONU est entièrement responsable de ce qui se passe parce que c'est l'ONU qui a favorisé la création de l'État d'Israël au détriment de la Palestine. Mais est-ce que l'organisation peut encore aujourd'hui influencer des décisions concrètes? Tant qu'on ne la réformera pas, on ne pourra rien influencer. Si vous rencontrez la dernière rencontre des Nations Unies concernant cette affaire, les Américains ont mis leur veto. Et comme avec cette façon de fonctionner, le veto annule pratiquement une décision qu'on a prise, même si tous les États disaient une chose, les États-Unis seuls suffisent pour que tout ce que le monde veut, l'organisation qui rassemble les États du monde ne soit pas en mesure de le prendre en charge parce que simplement les Américains ne sont pas d'accord. Et tout le monde les connaît, je ne sais combien de veto ils ont posé, non pas même sur des sanctions contre Israël, mais juste sur une condamnation contre Israël, alors que incontestablement, aujourd'hui, Netanyahou, l'armée israélienne sont à condamner. D'ailleurs, regardez à l'intérieur d'Israël ce qui se passe. Vous avez des Israéliens qui condamnent. Regardez ce qui se passe dans l'armée américaine. Vous avez des gens qui se révoltent à l'intérieur de l'armée américaine pour dire on ne doit pas participer au génocide. Regardez en Europe ceux qui continuent à fournir des armes aux Israéliens. Vous avez des docteurs qui refusent de charger les armes. Mais qu'est-ce qu'il faut encore pour que l'ONU sache qu'elle doit prendre ses responsabilités pour jouer son rôle? Parce que les autres font ce qu'ils peuvent faire. Organiser une flottille, dénoncer, organiser une marche, faire une déclaration commune. Mais c'est au niveau des Nations Unies qu'on peut prendre des décisions, en faire des décisions contraignantes et les faire appliquer. Quand les Américains ont voulu attaquer l'Irak, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé les Nations Unies pour le faire. Des États se sont opposés parce que n'étant pas convaincus de ce qu'ils disent, mais les Américains sont allés s'en tenir compte du droit international. Donc si on veut régler ce problème, il y a aux Nations Unies tout ce qu'il faut pour arrêter le génocide en Palestine, mais la volonté politique n'y est pas. Et des pays s'apprêtent donc à reconnaître donc un État palestinien, dont la France ou encore le Portugal. Mais à ces tables de discussion, qui portera la voix de la Palestine? Je disais tantôt que celui que l'on considère comme l'officiel Mahmoud Abbas, Trump a refusé de lui donner un visa pour qu'il vienne participer au sommet. Alors qu'il a droit
a un visa parce que ce n'est pas encore un État, c'est vrai, mais la Palestine est considérée comme un État observateur au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Donc, ils peuvent parfaitement venir. Cela ne gâchera rien. Il y a un représentant de la Palestine qui est là-bas qui pourra prendre la parole. Ça sera différent que si c'était Mahmoud Abbas lui-même qui prenait la parole. Maintenant, cette affaire de reconnaissance, Macron a voulu se relancer avec cette affaire. D'ailleurs, même certains pays l'ont compris et ils l'ont quitté en cours de route. Vous parlez tout à l'heure du Portugal. Le Portugal a déjà reconnu. Ils n'ont pas attendu la soirée d'aujourd'hui pour le faire. Et ce n'est pas le Portugal seulement qui l'a fait. Un certain nombre d'États, le Royaume-Uni l'a fait. On a entendu le Premier ministre. Le Canada l'a fait. L'Australie l'a fait. Et curieusement, si vous regardez le timing, eux, ils l'ont fait le dimanche. Alors que la rencontre est prévue le lundi, parce que quand vous regardez, Macron est en train de faire comme si c'est lui qui a organisé tout ça. Alors qu'avant eux, d'autres pays également ont reconnu l'État palestinien. Ce qu'il faut préciser, c'est que le fait de reconnaître l'État d'un point de vue juridique, d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue politique, ne crée pas l'État. Donc la reconnaissance n'est pas... Quelles pourraient être les prochaines étapes, selon vous? Quelles seraient là en ce moment, après ces reconnaissances, un signal fort de la part de l'ONU pour vraiment démontrer que l'organisation reste un acteur central sur le sujet? Je termine avec ce que je disais tout à l'heure. Le fait de ne pas reconnaître l'État également n'empêche pas à l'État d'exister. Quand Israël est né, beaucoup d'États ont refusé de le reconnaître. Ça ne l'a pas empêché d'exister. Pour dire qu'on a fait beaucoup de publicité sur cette affaire, qui ne valait pas la peine, c'était juste pour être au devant sur le plan diplomatique. Le dernier élément, il y a déjà plus de 140 États, plus de 2/3 des États qui reconnaissent l'État de Palestine. Ce n'est pas parce qu'un tiers va reconnaître l'État de Palestine que ça va changer grand-chose dans le monde. Ça, c'était pour que les gens fassent la part des choses entre toute la communication qu'on fait autour et la réalité. La réalité maintenant, c'est ce que vous dites. Cette reconnaissance, j'ai dit, ça ne crée pas un État. Donc même si tout le monde reconnaissait et qu'on reste au niveau de la reconnaissance, c'est le côté symbolique. C'est vrai que d'un point de vue international, ça fait un plus grand nombre d'États qui reconnaissent la Palestine. C'est un signal fort pour ce qu'on appelle la solution à deux États. Puisque ça montre qu'il y a des gens qui sont partisans de la solution à deux États. Une solution à laquelle s'oppose catégoriquement Israël. Oui, Netanyahou surtout. Parce qu'il y a des Israéliens qui sont pour. Netanyahou a redit il n'y a pas longtemps, clairement, pas qu'il s'oppose à deux États. Il dit qu'il n'y aura pas d'État palestinien. Et c'est ça le sionisme. Parce qu'il faut faire la part des choses entre le sionisme et les Israéliens de façon générale. Il y aura une sorte de renforcement du statut de la Palestine avec un plus grand nombre de pays qui reconnaissent la Palestine. Bon, il y aura peut-être un effet domino. Les autres qui, pour le moment, ne reconnaissent pas la Palestine vont se sentir isolés et pourront peut-être aller vers la reconnaissance de l'État palestinien. Mais en réalité, ce qu'il faut véritablement, c'est de créer les conditions de la création d'un État palestinien et toutes les conditions sont réunies. Parce que quand on dit un État, c'est un territoire. Avec le plan de partage, il y a bel et bien un territoire qui est considéré comme étant le territoire palestinien. Que les gens sanctionnent Israël, sanctionnent les colons sionistes israéliens qui sont en train d'occuper des parties du territoire qui sont destinées à la Palestine avec ce qu'on appelle la colonisation sauvage, qui les amène même actuellement à vouloir dire qu'il faut annexer la Cisjordanie parce qu'ils ont installé beaucoup de colonies. L'autre aspect, c'est la population. Pour créer un État, personne ne va me dire que la population palestinienne n'existe pas. On en a déjà tué plus de 66 000 et ils sont encore là. Et ça, c'est Gaza seulement, ce n'est pas la Palestine parce que la Palestine ne se réduit pas à Gaza. Le dernier élément qui manque, c'est un gouvernement indépendant. C'est ces trois éléments qui définissent juridiquement, diplomatiquement un État. Mais que Mahmoud Abbas prenne ses responsabilités pour déclarer de façon forte l'indépendance de la Palestine, qu'ils ont déjà un drapeau, ils n'ont pas besoin de présenter un drapeau, qu'ils commencent à former leur propre armée sans écouter quoi que ce soit de la part d'Israël. Maintenant, si l'ONU est sérieuse, mais l'ONU doit appuyer cela parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans les textes de l'ONU, des freedom fighters, le principe, c'est de les soutenir pour obtenir leur liberté. Et les Palestiniens sont incontestablement des freedom fighters. Ils se battent pour avoir leur indépendance. Et le discours, le discours des dirigeants israéliens est également attendu. Mais comment interprétez-vous leur posture actuelle face à la pression internationale? Netanyahou ne sait plus comment faire parce qu'il tire sur tout ce qui bouge maintenant.
Il a tiré sur la France. Macron a voulu aller là-bas pour expliquer. Ils lui ont dit de ne pas venir. Il tire sur l'Espagne parce que Macron est en train de vouloir prendre le leadership de l'Europe pour ce qui concerne la lutte pour le peuple palestinien. Mais c'est l'Espagne qui porte ce leadership-là. Vous avez vu comment il y a de la brouille aujourd'hui avec l'Espagne. L'Angleterre, le Canada qui sont en train de dire qu'ils vont reconnaître l'État palestinien. Netanyahou joue le jeu habituel d'Israël. Eux, ils disent on reconnaît l'État palestinien. Lui, il répond vous reconnaissez le Hamas. Bon, tout le monde sait que le Hamas, quand même, ce n'est pas l'État palestinien. Le Hamas est dans la bande de Gaza. Mais la Palestine dépasse largement la bande de Gaza. Et il tient ce discours qui n'a vraiment aucun sens en disant que si vous reconnaissez l'État de Palestine, vous reconnaissez le Hamas, vous favorisez, vous encouragez le terrorisme. C'est dommage qu'on n'ait pas défini le terrorisme. Les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique avaient demandé au niveau des Nations Unies qu'on définisse le terrorisme. Et malheureusement, ça n'a pas été fait. Et c'est les Américains et les Israéliens qui ne voulaient pas d'une définition du terrorisme. Parce que quand on est un État terroriste, effectivement, on ne veut pas l'accepter. Mais si le Hamas est une organisation terroriste pour avoir tué 1200 Israéliens le 7 octobre, mais l'État israélien est un État hyper terroriste pour avoir tué plus de 66 000 personnes. Et pour terminer, un certain expert affirme que la crise dans la bande de Gaza éclipse aujourd'hui des conflits majeurs comme ceux en Ukraine, au Soudan ou encore en Haïti, sans oublier également la RDC. Et pourquoi justement la situation concentre-t-il autant l'attention? Il y a deux raisons ici. La première raison, c'est que on réduit la communauté internationale à un certain nombre d'États. Et on veut que tout le monde regarde vers là où ces États regardent. Qu'on se rappelle, à un certain moment, c'est le conflit ukrainien qui avait éclipsé toutes les guerres qui se trouvent sur le continent africain. À un autre moment, quand Gaza a explosé, Gaza a attiré l'attention. Quand la guerre Iran-Israël est venue, ça veut dire tout simplement qu'il y a des intérêts dans ce monde qui sont entre les mains d'un certain nombre d'individus qui déterminent où on doit regarder, sur quoi on doit penser. Mais il n'y a pas un espace où il y a plus de problèmes que l'Afrique. Nous sommes en face du terrorisme. Tout le monde est d'accord à l'échelle internationale qu'il faut combattre le terrorisme. Mais comme pour la Palestine, on a des déclarations. De façon concrète, on n'a rien. Pire même, ceux qui disent qu'il faut combattre le terrorisme, on les soupçonne même eux-mêmes de participer à favoriser le développement du terrorisme sur le continent africain. Mais en ce moment, il est clair que la réforme des Nations Unies, c'est la chose qui s'impose aujourd'hui pour qu'on puisse avoir un droit international qui soit juste, qui soit équitable et que nos États soient représentés de la même façon au niveau des Nations Unies. Mais tant qu'on ne l'aura pas, ce qu'il y a là actuellement qu'on appelle Nations Unies va ressembler à ce que De Gaulle de la France disait que c'était un machin, c'est un truc. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage de jour.